Bonjour tout le monde, je suis Nina Gorlier, autrice et lectrice de l'imaginaire et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne à la croisée des plumes. Aujourd'hui je vous propose un petit update lecture des livres que j'ai lus ces derniers mois, mes lectures du printemps. J'ai 4 livres à vous présenter. Je vais essayer d'être rapide parce qu'il fait des achats. J'ai dû les volets sont à moitié fermés, ce qui explique le fait que l'éclairage soit différent que d'habitude, vous m'en excuserez. Je me suis parée de mon petit thé glacé pour survivre. Alors, je vais vous donner la référence, on va pas perdre les bonnes habitudes. Il s'agit d'un thé glacé, enfin un thé instantané de chez Retard, qui est donc fraise pastèque, qui est délicieux, c'est très frais. Et ma foi, j'en ai vraiment besoin parce que il fait déjà chaud. Voilà. J'ai mon petit carnet pour ne rien oublier et je vais vous présenter ces 4 lectures en commençant par celle où je suis un peu plus mitigée et je terminerai avec les 3 autres où vous voyez il y a une thématique un peu fantasy, voire ça penche un peu vers la romantaisie. Oui, je suis même très étonnée de moi, mais il y a une explication, je vais vous dire tout ça pourquoi. Et je commence donc par La Maison aux Roses Immortelles de Clémence Forest, publié chez Flammarion et c'est sorti de mémoire en février. C'est une sortie que j'avais repérée grâce aux recommandations qu'Instagram fait des fois. Instagram m'avait recommandé, mis en avant un post de l'autrice, donc j'ai ouvert sa page Insta, tous les posts qu'elle faisait pour parler de ce premier roman. Donc je suis allée me pencher un peu dessus et le résumé m'a vraiment intriguée, m'a vraiment attirée, donc je vais vous le lire. Un séjour forcé chez une grand-tante énigmatique en Angleterre, ce n'était pas l'été qu'avait prévu Aubery. Quand l'adolescente franchit les grilles imposantes de Wistermore, elle ne tarde pas à découvrir que de nombreux mystères hantent les lieux envahis par les fleurs et la végétation. Dévorée de curiosité, elle arpente le jardin jusqu'à l'étang interdit. Sous la surface de l'eau glacée, elle croise le regard d'un garçon prisonnier. Il essaye de lui parler. Alors, je dois vous avouer que je suis passée un petit peu à côté de ce roman. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que c'est un bon roman, juste que je suis peut-être plus le public cible. Il était peut-être un peu trop young adult pour moi. Et donc c'est pas une faute du roman, ou bien au contraire, c'est juste que peut-être que à 28 ans maintenant, il y a certains ouvrages young adultes qui me correspondent plus. Voilà, c'est pas pour rien qu'on caractérise, on catégorise les romans en fonction aussi du public cible. Donc celui-là, je suis un peu déçue, mais je le mettrai très volontiers dans mon CDI parce que je pense que ça va beaucoup plaire à mes ados. Alors, qu'est-ce qui m'a un peu déçue, sachant que c'est quand même un premier roman, si je dis pas de bêtises, c'est le premier roman de l'autrice et il est très prometteur. Ce roman est divisé en 2 temporalités. On a la première, celle du présent, de nos jours. On va suivre donc cette adolescente, Aubery, avec sa petite sœur Zoé. Donc Aubery, c'est vraiment une adolescente donc, qui vit un peu une crise existentielle, puisque bon, ses parents sont en train de divorcer, donc c'est un peu le chaos à la maison. Aucun des deux parents n'a envie d'avoir les enfants pendant les vacances en plus. Son petit copain est un peu distant, il a pas l'air de trop se soucier de ce qui lui arrive. Toutes ses copines vont passer l'été dans le sud, à la piscine, faire des super vacances en perspective. Et elle va se coltiner sa petite sœur Zoé, et en plus elles doivent aller en Angleterre, dans le manoir d'une grande tante qu'elles ne connaissent pas du tout, puisqu'il y a encore quelques temps, elles ignoraient même son existence. Bon, les parents, ils ont vraiment envie de s'en débarrasser pour emmener les gamines, envoyer les gamines chez une parente qu'ils ne connaissaient même pas. Ils ont confiance. Donc voilà, elle va être envoyée là-bas, et donc on imagine bien que le fait ado plus crise existentielle, elle est pas trop sympa, un peu, voilà, c'est un peu la tempête pour Aubery, et c'est qu'à de le dire. J'en dis pas plus, mais il y a une thématique orage, tempête, éléments naturels dans cet ouvrage. Et la seconde temporalité,
qui est finalement presque même la temporalité principale, ce qui m'a étonnée, je m'attendais pas à ça, c'est qu'en parallèle, on alterne en fait avec des chapitres dans les années 50-60, dans ce fameux manoir de Wistermore, où on va en fait suivre Olga qui est la fameuse grande-tante, Olga et son frère, ses deux frères, et Gustave, en fait, qui est le fils du cuisinier qui va venir s'installer, qui va venir travailler chez eux, et il va y avoir une amitié qui va se créer entre ses enfants. Et on comprend bien entendu que c'est lié, enfin que les deux temporalités sont liées, vont se rejoindre, qu'il s'est passé quelque chose dans le passé qui explique pourquoi il y a ce garçon prisonnier au fond de l'étang, puisque moi c'est ce pitch-là en fait, ce manoir végétal, rose, immortel avec un garçon prisonnier d'un étang, c'est ça qui m'a accroché tout de suite, ce côté un peu gothique, fantastique, végétal. Et j'ai un peu retrouvé ça, mais pas autant que je l'aurais souhaité. Et soit dit en passant, c'est un truc tout bête de bugger sur ça, mais en fait, le personnage s'appelle Gus. J'aurais préféré qu'on l'appelle Gustave et pas qu'on son nom pas Gus, parce que moi, quand on me dit Gus, je pense à Gus dans Cendrillon, la petite souris toute rigolote, toute ronde là, et un peu idiote. Bref, ça m'a pas sorti des trucs. Il y a des prénoms, quand je les associe à quelque chose, j'arrive plus à... Bah c'est où. Bref. Le bémol qui a été pour moi, c'est que dans les deux temporalités, c'est un exercice assez difficile, que j'ai déjà appréhendé aussi moi-même en écriture, c'est quand il y a deux temporalités, donc on suit plusieurs personnages différents, de points de vue différents, si le lecteur n'accroche pas ou accroche moins à l'un et l'autre, ça peut être un peu pénible, et c'est le cas en fait. Moi j'ai beaucoup plus accroché à la temporalité du présent, que je croyais être la principale parce que c'est elle qui met en avant dans le résumé, et finalement pour les 2 tiers du roman, la temporalité qui est le plus mise en avant, c'est celle du passé. Et je me suis beaucoup plus accrochée à Aubery, parce qu'Aubery, c'est pas un personnage qui est pas forcément très appréciable au premier abord, parce que justement, elle est en colère, elle a un sale caractère aussi, mais c'est ça aussi qui la rend, je pense, intéressante et réaliste, etc. On comprend sa frustration. Alors autant Olga, quand on la suit enfant-ado, je me suis beaucoup moins attachée à elle. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, je pense que c'est propre à moi en tant que personne, et je pense pas que ça sera un sentiment général pour chaque lectrice. Mais voilà. Et en fait, l'intrigue dans le passé met plus de temps à s'installer que je pensais, et en fait, pendant la première moitié du roman au moins, je m'ennuyais quand je lisais ça. Je savais que ça allait finir par arriver quelque part, mais je trouvais que c'était long à s'installer, et en fait il a fallu attendre, dépasser la moitié du roman pour que ça y est, ce qu'on attendait se déclenche, et que là mon intérêt soit ravivé. Jusqu'à la moitié, j'ai pensé, est-ce que je le finis en diagonale, est-ce que je laisse tomber cette lecture, parce que j'ai plein de livres à lire, donc c'est pas pour moi. Et il fallait attendre donc plus de la moitié. J'ai dit bon allez, je vais au moins jusqu'à la moitié. J'ai bien fait, parce qu'il y a enfin un événement qui arrive, et c'est l'événement vraiment le véritable, enfin c'est un peu une révélation qui sert aussi un peu second élément déclencheur. Le premier, on pourrait dire que non, c'est même pas, parce qu'en fait, il y a le premier élément déclencheur, l'histoire, c'est le divorce des parents, donc elle va en Angleterre. Ensuite, il y a un second élément déclencheur qui est spoilé dans la couverture, mais c'est le pitch quand elle découvre le garçon dans les temps. Et en fait, le troisième vrai élément déclencheur qui va en fait susciter des révélations et aussi de la véritable action et des retournements et des enjeux vraiment pour les personnages, plus intéressant je trouve, il arrive assez tardivement, mais il est parvenu à me raccrocher à l'histoire, et en fait une fois que j'ai passé ce passage, hop, eh bien j'ai lu la suite d'une traite, et j'étais à fond dedans, donc heureusement ça a permis de sauver ma lecture.
Et en fait, du coup, le problème, c'est que dans ces deux temporalités, vu que je préfère beaucoup celle de présent qui est beaucoup moins présente dans les deux tiers, et ben il y avait une sorte de frustration parce que je m'ennuyais avec Olga et les autres personnages et j'avais qu'une envie, c'est de retrouver Aubéry parce que Aubéry, voilà, elle trouve le garçon, oh qu'est-ce qui se passe? Et après t'as 3-4 chapitres à la suite. C'est pas, ça alterne pas toujours, t'as 3-4 chapitres à la suite dans le passé avec les états d'âme d'Olga, avec cette mère trop comment dire, trop stricte, c'est poncif, voilà, c'est une fille de bonne famille, donc il faut qu'elle fasse un mariage arrangé, mais elle s'en tiche du jeune cuistot, voilà, c'est un peu revu et revu. Et moi j'avais qu'une chose, c'est retrouver dans le présent avec Aubéry qui découvre ce garçon, qu'est-ce qui va arriver, enfin... Voilà, ça m'a un peu frustrée. Mais il y a quand même de très beaux points positifs à cet ouvrage. Vraiment, l'ambiance est dingue. C'est décrit comme un roman gothique et fantastique. C'est exactement ça. Il y a même un petit peu presque de fantaisie de naturel avec ce côté. On comprend très bien qu'il y a du surnaturel, vu qu'il y a un garçon qui est coincé sous l'eau. J'adore cette idée. Et il y a un côté tout autour du pouvoir, la puissance des femmes au sens surnaturel aussi, tout est lié à la nature. Il y a bien une raison pour laquelle ce château, il ne pleut jamais sur ce château, il y a plein de fruits, même exotiques, plein de plantes qui poussent, des roses immortelles, comme le titre. Donc il y a une raison en fait à tout ça. J'ai beaucoup aimé cet univers végétal et étrange qu'a construit l'autrice. Si elle tombe dans certains intendus, pas dans d'autres, et ça je suis vraiment très contente. Elle fait des choix très intéressants concernant certains personnages, et j'en suis ravie. Et elle arrive tout de même à surprendre, parce que quand t'as deux temporalités, ou d'un moment, il se passe quelque chose dans le passé, tu dis bah ça débloque des choses dans le présent, tu comprends mieux. Et bah elle réussit à jouer bien les deux temporalités et à aussi à surprendre de ce qu'on croyait dans le présent grâce au passé. Finalement, hop, tu t'apprends plus tard que c'était pas ça encore. Il y a des petits twists, des retournements, des directions dans l'arc des personnages que j'ai beaucoup aimé dans l'ensemble. Donc voilà, ça reste quand même c'est pas la meilleure lecture de l'année du State Update, mais c'est un premier roman que je trouve quand même assez prometteur. Je pense que je l'aurais beaucoup mieux apprécié quand j'étais ado ou début de vingtaine, mais je pense qu'il pourra plaire au public, du coup c'est Flammarion Jeunesse, j'imagine. Oui, de chez Flammarion Jeunesse. Voilà, ça peut être une première découverte, un premier aperçu d'une espèce de ce gothique un peu végétal pour les ados et jeunes adultes. Donc que je vous le conseille, et comme je vous dis, c'est avec plaisir que je vais le faire découvrir à mes élèves au CDI. Ensuite, je vais vous parler de Nettle and Bone de T. Kingfisher. Nettle and Bone, comment tuer un prince, pour le titre complet, qui a été publié pour la version française chez Verso. Ce titre-là, il est dans ma pile à lire que je vous ai présenté en début d'année, dans mon challenge 12 livres pour 2026. Pour rappel, j'ai demandé à 12 amis de me donner un roman que je devrais obligatoirement lire cette année. Et Nettle and Bone en fait partie. Il a été choisi par mon amie Josépha Juillet, qui est également autrice, que vous connaissez peut-être pour son ouvrage chez les éditions Hurlevent. Et elle est également publiée chez ActuSF et chez Verso, ou je confonds. J'ai un gros trou là, honte. Olympe, c'est chez Olympe. Waouh, la chaleur, le soleil me grille le cerveau, c'est dingue. Bref, tout ça pour dire qu'elle m'a recommandé Nettle and Bone. Et j'en suis très heureuse parce que c'est une très bonne découverte de cette autrice. C'est drôle parce que j'ai 2 copines qui m'ont recommandé du T. Kingfisher. Donc cette année, j'étais obligée de la découvrir. J'ai encore plus hâte de lire la prochaine lecture de cette autrice parce que franchement, c'est super. Alors je l'avais déjà repérée parce que T. Kingfisher, c'est une autrice qui est très prolifique. Si vous regardez son Goodreads, c'est dingue le nombre d'ouvrages qu'elle fait. Elle fait autant de la jeunesse que plus de l'adulte. Beaucoup d'imaginaire, mais un imaginaire qui me correspond.
un imaginaire qui va frôler avec l'étrange, le glauque, le gothique, les contes, mais le dark fairy tale, les contes sombres et ça. Et Nathan Hellborn, on est totalement là-dedans. Alors de quoi ça parle? Le sous-titre qui a été ajouté dans la version française donne un bon aperçu. On va suivre donc Mara, qui est la troisième fille d'un roi, donc une princesse, qui vit, mais comme c'est la troisième fille, elle a été placée dans un couvent, donc l'équivalent, c'est une équivalent d'une religieuse dans ce monde-là. C'est expliqué pourquoi elle est dans ce couvent, il y a une raison dans l'intrigue. Qui va décider en fait de sauver sa sœur. Faut savoir que ces deux sœurs ont été toutes les deux mariées au prince Vorling. La première sœur est morte très rapidement après les noces, dans des circonstances un peu mystérieuses. Donc la deuxième sœur est allée l'épouser en remplacement, parce qu'en fait il y a une alliance entre les deux royaumes, donc voilà. Et Mara va finir par comprendre qu'en fait le prince Vorling c'est une ordure, il bat sa sœur, il la maltraite. Donc la première sœur comprend rapidement qu'elle est morte à cause de lui et que c'est ce qui risque d'arriver pour la deuxième sœur, la cadette. Donc Mara, la Benjamine, va se mettre en quête de sauver sa sœur, par amour pour sa sœur aussi. Et puis aussi, si sa sœur finit par mourir, c'est possible que elle y passe aussi, enfin qu'elle soit la troisième à être mariée avec ce fameux prince Vorling. Et donc elle va partir en quête et rencontrer plein de personnages qui vont l'aider à réussir cette quête noble mais dangereuse, tuer un prince, le prince Vorling. C'est une traduction, je n'oublie pas de vous en parler quand c'est des auteurs anglophones. Ça a été traduit par Axel Demoulin et Nicolas Anxion, je sais pas comment on dit, Anquion. Bref. Au début, je trouvais que j'avais peur que la qualité de la plume soit moindre. Des fois on perd ou des fois on gagne dans une traduction. C'est intéressant. Et là, j'avais peur qu'on perde un peu parce que j'avais déjà vu le Linky Pit de Nathan Hellborn passer sur les réseaux sociaux et je l'avais tout de suite accroché. Et un peu moins là. Alors ce que je vais faire, je vais pas vous le lire en anglais parce que je vais vous épargner mon accent. Je vous mets Linky Pit en anglais, en version VO ici, et je vous lis l'équivalent. VF. Les arbres étaient pleins de corbeaux et les bois étaient pleins de fous. La fosse était pleine d'os et ses mains étaient pleines de fils de fer. Moi, je trouve que ça sonne mieux en anglais. Mais, heureusement, je n'ai pas fait ma chipoteuse en chef comme je fais parfois, je suis passée outre, et finalement cette plume, même si le style paraît plus simple que ce que j'aime habituellement, c'est un style qui est quand même très efficace et qui se lit très bien. Ce roman, par l'intrigue mais aussi par son style, est un véritable page turner, comme on dit. Donc voilà. Je trouve que l'une des forces de ce roman, c'est ses personnages, je vais revenir dessus, ce qui fait qu'on est plus dans un univers donc de fantasy, mais c'est une soft fantasy, je sais pas si le terme existe, mais en gros, le world building, l'univers n'est pas tellement développé de ça. En fait, on est littéralement... vous savez, c'est le royaume du nord, les royaumes du sud, le royaume du milieu, enfin, j'abuse un peu, c'est pas ça les termes exacts, mais ils sont très peu développés. Elle va visiter plusieurs régions des royaumes, on a quelques aperçus des habitants, mais c'est tout. Voilà, elle vient de... Attendez. C'est ça en fait, Vorling vient du royaume du nord. Et il y avait le royaume du sud en bas en fait, et eux sont du royaume du port. Il y a un port au milieu, il y a un petit royaume autour du port, donc qui contrôle le royaume du port contrôle tout ce qui va être maritime, commerce et tout, c'est très important. Et du coup, le royaume du nord et le royaume du sud veulent avoir tous les deux ce petit royaume. Donc, pour pas se faire dévorer, ils vont faire une alliance avec le nord, d'où les mariages. Mais c'est ça. T'as le royaume du nord, le royaume du sud, le royaume du port, voilà, c'est guère plus développé. C'est pas un défaut, mais soyez au courant si jamais vous aimez bien les royaumes de fantasy
où tout ce qui va être géographiquement, politiquement et tout ça, ces intrigues-là sont plus développées. Là, c'est guère le cas. Mais encore une fois, c'est pas le sujet, et le sujet, ça va être plus les personnages et leurs relations. C'est pour ça aussi que Vorling, le prince Vorling, qui est présenté dans Azumé comme, enfin, comprend un antagoniste, puisqu'il est un danger pour Mara, pour ses sœurs, voilà, et puis il y a aussi une rancune parce qu'il a causé la mort de sa première sœur. Bah finalement, en lisant le roman, je me suis aperçue que c'était plus qu'un antagoniste, c'est surtout en fait un prétexte à l'histoire. En fait, c'est l'objectif, c'est le but de la quête, puisqu'il apparaît très peu, Vorling, en fait. Voilà, c'est le prétexte qui va faire que Mara va partir à l'aventure, mais il ne représente pas un danger immédiat, et en fait, l'intrigue, elle est pas découpée, enfin, elle est plus découpée comme une suite de péripéties, jusqu'à des quêtes, des petites quêtes jusqu'à la quête finale, la quête principale comme dans un jeu vidéo un peu, plutôt que de véritables obstacles, etc. C'est plus un enchaînement que péripéties qui suit une suite logique, juste, voilà, jusqu'à le but Vorling, mais il n'y a pas... c'est assez linéaire, voyez. Alors, c'est le genre de structure qui peut être bancal quand c'est mal fait. Là, c'est très bien fait, et justement, j'ai trouvé que ça a changé aussi de ce qu'on pouvait lire ailleurs. Il n'y a pas de 36 retournements de situation, etc. Mais c'est pas pour rien je me lassais, que je m'ennuyais, tout ça. Ça m'a quand même tenu en haleine grâce au personnage et à ce style en fait qui a réussi à me porter. Le personnage de Mara, alors, point à souligner, pendant que je me désaltère pour pas mourir. Point souligné. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Mara, en fait, elle a la trentaine. C'est un personnage féminin qui a atteint les 30 ans. Et mine de rien, c'est cool d'avoir un personnage féminin qui a pas 17 ans. Et là... On sent que j'ai 28 ans maintenant, et ça rejoint un peu ce que je disais pour le premier livre que je vous ai présenté. Voilà, la trentaine approche, et je suis en train de me dire, mais c'est bien d'avoir des personnages qui ont mon âge, et qui agissent comme une personne qui a la trentaine, vous voyez. Et je me dis, c'est dingue quand même, on en voit encore peu, j'ai l'impression, ou alors c'est parce que oui, il faut que je quitte définitivement, ou alors que je m'éloigne un peu, vraiment, il est temps du young adulte, ou le young adulte, bah par définition, les personnages c'est des young adultes, c'est normal. Mais ouais, dans la fantasy, j'aime bien que là on a une histoire qui fait, en fait, sur le papier, une telle boîte, ça peut faire créer un young adulte, hein, une histoire. Je pensais que ça allait être ça, mais pas du tout. Et j'ai adoré, du coup, voilà, tout simplement, que le personnage de Mara ait la trentaine, et les autres personnages qui tournent autour d'elle, ils ont la quarantaine, ou même plus vieux. Et voilà, donc j'ai adoré ça. C'est un petit détail, mais il est notable. Et alors par contre, Mara, c'est un personnage aussi qui va un peu, ça va avec ce que je disais avec l'enchaînement, qui va un peu se laisser porter. Elle est active parce que c'est elle qui prend l'initiative de partir, mais c'est pas elle qui va tout faire. En fait, c'est une fausse héroïne, entre guillemets, parce que en lisant le roman, je me suis aperçue que le héros, l'héroïne, enfin c'est le groupe qui est formé avec tous les autres personnages qui forment un tout. Et en fait, une fois que Mara va rencontrer ces personnages et qui vont l'accompagner dans l'aventure, ce qui compte c'est vraiment l'ensemble. C'est pas elle et les autres en arrière-plan. Vous voyez, c'est vraiment un ensemble, chacun actif et chacun est hyper intéressant. Au même titre que Mara, même à terme égal. Peut-être un peu moins Fenrir, l'espèce de guerrier qu'elle rencontre et qu'elle sauve là dans le marché aux fées, là, aux fées. Au marché aux gobelins, pardon. Mais sinon, il y a donc lui, il y a aussi cette espèce de sorcière, alors on appelle ça... Vous m'excuserez, je l'ai lu il y a 2 mois, donc j'ai déjà oublié les termes, mais c'est une dame d'os, non? La dame poussière. Enfin, c'est des sorcières qui vivent à côté des cimetières et qui ont le pouvoir de parler aux morts et de contrôler les morts. Enfin,
pas forcément nécromanciens, c'est-à-dire vont pas les ressusciter, pas forcément, mais ils peuvent interagir en fait avec des corps, des esprits, des cadavres. Et j'aime beaucoup. Et en fait, Mara va se tourner vers cette femme pour obtenir de l'aide. Et voilà. Et il y a également aussi, vu que c'est un monde, j'ai pas trop insisté dessus, mais c'est un monde qui fait très penser au conte de fées, qui est un hommage au conte de fées. Puisque donc Mara, par exemple, quand elle rencontre la Dame Poussière, elle va devoir, pour obtenir son aide, faire plusieurs épreuves, des épreuves qu'on retrouve dans les contes. Par exemple, quand elle doit coudre une chemise en feuilles d'ortie, ça vient des cygnes sauvages, voilà. Il y a plein de motifs qui reviennent, donc vous imaginez bien que j'ai adoré à ce point-là. Mais il y a également le fait que il y a des marraines dans ce monde, et en fait chaque famille royale obtient à la naissance les dons d'une marraine fée, et Mara a également reçu les dons d'une marraine fée, et cette marraine fée qui s'appelle Agnès va entrer en jeu au moment. J'ai adoré le personnage d'Agnès. Qui est aussi qui a l'air toute une dame d'entre deux âges, voilà, toute mignonne, toute pomponnée, mais qui derrière sa douceur et cache quelque chose de très fort et d'assez sombre. Moi franchement j'ai adoré. Puis il y a aussi bien sûr les deux sidekicks. Il y a là une poule, la Dame Poussière a une poule qui est possédée par un démon. Alors, c'est assez vendeur, c'est vraiment, elle sert pas à grand chose, c'est vraiment le sidekick qui est là quoi, mais elle se fait rire. Et t'as Chien d'os, qui comme son nom l'indique, est un chien fait en os. D'ailleurs ça m'a fait penser, moi je l'imaginais avec comme le chien dans les Noces funèbres de Tim Burton, voilà. Et qui va accompagner Mara, c'est très drôle parce que il sait pas qu'il est en os, donc il interagit comme s'il était encore en chair, c'est drôle. Et donc des fois il essaye de lécher, mais il a plus de langue, mais il fait le geste, vous voyez. Et ouais, c'est une drôle de bande, j'ai vraiment adoré. Et en parlant du chien d'os, j'ai pas précisé dans l'intrigue, dans le rythme et comment on s'était présenté. On commence en fait, le roman commence quand Mara est en train de fabriquer elle-même, c'est une des tâches, elle doit fabriquer le chien d'os, ça commence comme ça, c'est hyper intéressant et étrange comme début, puis après il y a un peu un retour en arrière, pourquoi elle est là, pour quelle raison et tout. Et en fait, ce début, il te met dans une ambiance assez glauque, parce qu'en fait elle est dans une espèce de fosse commune là, où elle assemble des os pour faire son chien d'os là, et du coup elle a mal avec encore les mains blessées par les orties, et puis avec le fil de fer elle se coupe, etc. Et elle est dans une zone où il y a en fait des gens qui sont comme devenus fous parce qu'ils ont consommé de la chair, on comprend, interdite, donc une chair humaine, et du coup il y a des gens, des cannibales, des espèces de personnes encore vivantes mais un peu zombies quoi, qui traînent et elles manquent de se faire bouffer quoi. Et donc c'est hyper sombre. Et en fait, ça met tout de suite l'ambiance, et après c'est plus évoqué. Et là ça vient dans le fait que le world building n'est pas très développé. Pourquoi c'est là? On va pas redévelopper sur cette région-là qui est hyper intéressante. Mais ça met le ton sur le côté très sombre Dark Fairy Tail dont je vous parlais. Il y a le côté avec quand ils vont dans le marché des gobelins où c'est vraiment, voilà, très étrange. Il y a une scène avec la danse des dents. J'en dis pas plus, mais j'ai adoré à quel point c'était beau et glauque. Voilà. Et il y a aussi toute une scène, tout un passage avec un personnage avec un pantin terrifiant qui est sur l'épaule et qui lui serre le cou tout le temps. Je déteste. Si vous connaissez un peu mon rapport avec Pinocchio, faut savoir, j'en ai déjà parlé un peu sur la chaîne, mais il faut savoir que les pantins, ça me... les trucs comme ça. Donc un petit pantin qui possède quelqu'un, ça me dégoûte, voilà. Donc il y a des passages hyper glauques comme ça. Aussi un passage sous terre avec une espèce de monstre de chair. J'adore. À la limite, m'en fallait peut-être plus. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de lire ce qu'elle a fait d'autre, qui est Kingfisher, qui est plus adulte, où ça a l'air d'être vraiment de se centrer, d'accentuer davantage cet aspect-là. Ensuite, je vais vous parler de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, de Heather Fawcett. Alors,
C'est publié, je crois, chez De Saxus ou Sabran en France, parce que là je l'ai lu en VO. Oui, je sais pas, l'empoche, enfin vous le trouvez en VF quoi, facilement. Alors c'est le tome 1 d'une saga, je croyais que c'était une trilogie, mais je crois que récemment l'autrice a annoncé qu'il y avait d'autres tomes qui arriveraient, donc ce ne sera plus une trilogie. Et comme son nom l'indique, ça parle de fae, de féerie, puisqu'on suit donc Emily Wilde, qui est une chercheuse à Cambridge sur les fae, puisqu'en fait ça se passe dans notre monde, fin 19e siècle, dans notre monde, mais dans notre monde où en fait les fae existent et on connaît leur existence, il y a des études scientifiques, etc. dedans. Et le projet d'Emily, qui est une femme un peu étrange, moi, socialement, elle n'a pas les codes sociaux, je pense elle est peut-être sur le spectre autistique. Je sais pas, en fait, du coup, elle n'est pas en tant que femme, mais à cause de son caractère, elle n'est pas forcément non plus très reconnue dans son domaine à l'université. Voilà, donc, elle est assez solitaire et tout, mais elle se laisse pas faire. Et en fait, son grand projet, c'est faire une encyclopédie sur toutes les failles des différentes régions d'Europe, etc. Et là, en fait, l'intrigue commence quand elle va, en fait... alors, c'est dans quelle région du Nord? C'est le village, alors là... Ramsvik. C'est en Islande ou en... Je sais plus. Oh là là, la honte. Islande ou pays scandinave. Voilà. Il fait froid. Voilà. Parce qu'en fait, elle veut faire des recherches sur le peuple, le petit peuple des Fae de là-bas, qui a encore très peu de recherches sur ce domaine-là. Et donc, elle va y aller. C'est son journal en fait, donc ça va être divisé par jour, chaque entrée un jour. Elle y va en octobre, juste avant le début de l'hiver, pour son enquête, et elle va être rapidement rejointe par son collègue slash rival slash je vous laisse deviner comment leur relation va évoluer, qui s'appelle du coup Wendell Bumblebee, qui lui est irlandais et qui est un personnage qui est très chaotique, qui saura séduire bon nombre de lectrices, je pense, qui va le rejoindre, etc. Et en fait, ils vont, en enquêtant en fait, en faisant des recherches sur la faillerie de là-bas, ils vont découvrir que le village est victime de certains agissements des Fae. Je vais pas en dire plus. J'ai bien aimé, c'était une bonne lecture, je lirai la suite. Il y a un côté... Alors, la narration, comme je vous disais, c'est un type journal, donc c'est à la première personne. En fait, le journal est un prétexte pour qu'on ait une narration à la première personne d'Emily. Après, il faut passer outre le fait que elle donne beaucoup de... Enfin, c'est pas réaliste que dans un journal, elle écrive comme ça, en fait. Dans un journal scientifique, j'imagine que c'est plus des notes, c'est plus les faits, les trucs. Quand elle va parler de ses états d'âme, de nanana, elle donne beaucoup de détails. C'est plus un journal intime très détaillé que un journal d'études, en fait. Voilà, bon, c'est un détail, c'est un prétexte pour avoir la narration à la première personne. Même si l'intrigue fait qu'à un moment donné, on a le point de vue de Bumblebee aussi, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Emily, justement, même si on n'en sait pas encore trop sur elle, mais je pense que ça va se développer dans les prochains tomes, mais j'aime bien le fait que socialement elle n'ait pas les codes, etc., et que ça va lui jouer des tours dans l'intrigue, justement, c'est quelque chose qu'elle doit aussi surpasser. Bien entendu, j'aime beaucoup sa relation avec Bumblebee. Alors, on comprend très bien qu'il cache certaines choses. On le comprend assez tôt dans l'intrigue, puisque Emily le comprend assez tôt, le sait déjà, en fait. Et j'aime bien qu'elle ait compris. J'aime pas dans les ouvrages quand il y a un truc qui est évident et que le personnage féminin prend des plombs. J'avais eu un peu ça dans Peau d'âme, où tu comprends 100 pages avant, voire plus, avant le personnage féminin, que tel personnage c'est ça qui cache ça, et c'est un peu frustrant. Là, elle comprend très vite, et nous aussi du coup, enfin elle le sait même avant nous, quoi. Donc j'aime bien qu'on nous prenne pas pour des idiots. Et Bumblebee, alors j'adore. Faut savoir que moi, mon péché mignon, c'est ce genre de personnage masculin comme Bumblebee. J'aime pas les Dark Sasuke, là, les Dark Boy Edgy,
King of Darkness, machin, là, vous voyez. Les Shadow Daddy, comme on appelle ça. Je déteste ça. Sauf quand ils sont bien faits, bien entendu. Non, moi, j'adore, c'est les... si je vous donne par exemple, si je vous dis Hurle ou Aoru dans Château de Hurle / Château ambulant de Miyazaki, et si je vous dis Archibald dans La Passe Miroir. Vous voyez ce genre de personnage un peu chapelier fou aussi. Alors chapelier fou dans les versions où il est un peu séduisant. Ce genre de personnage beau, solaire, sarcastique, amusant, qui aime bien taquiner l'héroïne, qui a aussi un caractère de diva. Aoru Hurle, c'est une diva, mais voilà, très séducteur, etc. Très chaotique aussi. Et bah Bulbumi c'est ça. Donc j'étais, voilà, je ne suis pas objective par rapport à ce roman, parce que tu me donnes, je pense, un roman pourri, mais il y a un genre de personnage, je me donne déjà 5 points, tu voyez. J'ai beaucoup aimé leur dynamique, leur relation, franchement. C'est un roman qui se lit très facilement aussi. Quelques petites facilités scénaristiques, mais franchement, faut pas s'outre. Voilà, vous avez dit, je suis pas objective. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté un peu cosy dans ce truc, la recherche, vous voyez, c'est un côté un peu Green Academia, Fairy Academia, je sais pas si ça existe. Ce côté, son petit cottage où il faut couper le bois, nanana, tous les jours on apporte le petit déjeuner, etc. Pour recherche dans la nature. Puis il y a un petit faé qui s'appelle Po, qui est trop mignon, adorable, voilà. Donc c'est ce côté un peu cosy, et des fois t'as des passages mais hyper dark et violents, et du coup je suis contente parce que c'est ce côté double des faeries et les faés dangereux. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais moi j'aime pas les faés sexy à la Sarah J. Maas là. Moi j'aime bien les failles au côté double, étrange et dangereux quoi. Et il y a ça, et il y a des passages où tu dis ah d'accord, ok, bon bah il vient de massacrer tout un groupe de personnes devant nous là, et de façon très calme, très froide. Ok, d'accord, oui c'est ça les failles, ça a des doubles faces, vous voyez. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Je vais lire la suite avec joie, peut-être pas pour tout de suite. Mais ouais, je pense de temps en temps faire un tome d'Emily Wilde, ça sera sympa. Je pense qu'on peut dire que Emily Wilde, c'est de la romantaisie, même s'il n'y a pas de scène de fesses explicites, etc. Je pense quand même la relation avec Emily et Bumblebee, on sait très bien où elle va, elle se développe, etc. Je sais pas, ça tend vers la romantaisie, comme celui que je vais vous présenter dès maintenant. Alors, il y avait un peu une petite sélection thématique. Normalement, je vais lire 2 autres ouvrages comme donc, Porcelaine sous les ruines et La chasseuse et la chimiste, mais j'ai pas eu le temps. Pourquoi j'avais fait une sélection d'ouvrages sur ça? Parce que normalement, au printemps, je devais lire des ouvrages un peu, voilà, fantasy, cosy, romance, un peu le mélange de tout, parce que j'étais censée travailler sur mon projet Ghibli, qui est un peu tout ça, et j'ai pas le temps parce que je suis encore sur ma Dark Academia. Donc voilà, mais vous comprenez pourquoi ce printemps j'étais partie sur ce genre d'ouvrage, et j'ai également lu notamment Divine Rivalité de Rebecca Ross, que j'ai ici donc en poche chez PAL Édition, qui a été traduit par Laurent Bury. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, j'ai déjà acheté le tome 2 pour vous dire à quel point j'ai aimé, c'est que j'ai envie d'enchaîner. J'espère pouvoir le lire cet été. Divine Rivalité. Alors, on est dans un monde... Est-ce que je tente un résumé? Ou est-ce que je lis le... Non, je tente un résumé. Alors, celui-là, je l'ai encore bien en tête quand même. On est dans un monde, encore une fois, comme Netherland Bone. Le worldbuilding n'est pas très développé. Faut savoir voilà, c'est un monde où les dieux existent. La plupart des dieux ont été enterrés sous terre il y a des siècles, sauf qu'il y a 2 dieux qui sont réveillés. Il y a du coup... comment il s'appelle? Dacre, ça se dit Dacre, qui le dieu un peu sous terre, et t'as celle qui vient plus du ciel, Ina, je sais plus, oh là là.
Bref, il y a une autre déesse qui est devenue son ennemie parce qu'il y a une sorte de révisite d'Hadès et Perséphone, sauf que cette fois Perséphone, sa version réussi à s'enfuir et du coup Hadès veut se venger. J'aime beaucoup ça. Et donc dans ce monde, les dieux se font la guerre. Et ils ont, c'est pas que parce que les coups ils vont recruter les hommes, les êtres humains pour faire la guerre pour eux. Et donc le roman commence où on suit donc l'héroïne Iris qui accompagne son frère Forest qui va partir au front parce qu'il a entendu le chant en fait de cette déesse et quand on entend le chant bah tu pars en fait t'engager au front. Et c'est une guerre dans l'ambiance, dans comment on l'est décrite, mise en place, qui est très Première Guerre mondiale puisque c'est une guerre de tranchées. S'ajoute à cela, bah, par exemple, il y a des espèces de chiens des enfers, des espèces de dragons qui lancent des bombes du ciel. Vous voyez, il y a le côté fantasy qui s'ajoute. Donc ensuite Iris, donc Iris elle est dans un foyer assez modeste, son frère est parti à la guerre, elle n'a plus de nouvelles de lui, devait lui écrire, elle n'a jamais écrit, il est porté disparu. Sa mère a sombré dans l'alcoolisme, etc. Donc elle est toute jeune et en fait elle survit comme elle peut. Elle a trouvé un travail en fait dans la rédaction d'un journal où elle est très prometteuse, parce que même si elle n'a pas pu continuer ses études parce qu'il faut gagner de l'argent, le directeur de ce journal a réussi à miser sur elle. Le problème, c'est que dans ce journal, il y a un autre journaliste qui est aussi talentueux, aussi ambitieux qu'elle, c'est Roman. Et on comprend, ils sont rivaux, parce qu'en fait, après cette période d'essai, il n'y en a qu'un seul qui sera engagé pour être un chroniqueur régulier officiel de ce journal. Donc il y a cette rivalité entre eux, et entre-temps, en fait, Iris, elle a une correspondance épistolaire avec un étrange, voilà, un destinataire qu'elle ne connaît pas. Parce qu'il faut savoir que dans ce monde-là aussi, il y a ce côté un peu presque animiste de la passe-miroir, dans le sens où les objets ont une propre conscience, une propre personnalité, et des fois ils agissent comme ils veulent. Et donc, elle écrit des lettres désespérées à Forrest, en sachant qu'il ne lui répond pas. Mais en fait, les lettres, elle les glisse sous son armoire et elles disparaissent. Et un jour, quelqu'un lui répond en disant je ne suis pas Forrest, mais il y a bien quelqu'un qui lui répond et elle va commencer à mener cette correspondance. Le lecteur, c'est pas un spoil parce que c'est dit dans le résumé, le lecteur comprend rapidement que en fait ce correspondant c'est Roman. Donc il y a ce côté un peu. Est-ce que vous connaissez le film You've Got Mail? Donc je crois en français si vous avez un message avec Tom Hanks et Meg Ryan. Où c'est en fait la correspondance de mémoire entre une petite libraire, enfin elle tient une petite boutique et lui c'est un peu son rival parce qu'il tient une plus grosse boutique, etc. Donc dans la vraie vie il s'apprécie pas trop, mais en fait il tombe amoureux par message. Il y a ça en fait, sauf que Roman lui comprend assez tôt que c'est Iris elle le sait pas. Donc il y a ce côté là, donc le côté Reverse to Lover que moi j'adore. Voilà, j'ai un peu du mal avec l'Enemies to Lover ça dépend comment il est fait, mais le Reverse to Lover, j'achète à chaque fois. Ce côté-là un peu fantasy, pas tant développé que ça, c'est aussi une soft fantasy on peut dire, et le côté un peu guerre, un reporter de guerre, vous imaginez bien qu'au d'un moment ils vont aller au front, surtout qu'Iris elle veut aussi rechercher en fait son frère disparu, donc ça, tout ça c'est des thématiques qui me parlent, qui m'intéressent. L'intrigue, moi ce qui m'a emporté c'est la relation entre Iris et Roman. Il y a des passages qui m'ont vraiment touchée, il y a des passages qui m'ont fait pleurer. Iris c'est un personnage très touchant, qu'on a aussi envie de protéger parce qu'elle est toute jeune hein, finalement, puis Roman aussi. C'est un peu un book boyfriend, vous voyez. Franchement, il a que des green flags. Là j'ai vraiment les langages John, je suis désolée. En gros, vraiment, c'est pas le mec hyper imbu de lui-même, hyper toxique, jaloux, etc., violent, mais c'est vu comme sexy. C'est pas un Rysand, quoi. Voilà. Encore une balle perdue pour Sarah J. Maas, je suis désolée. Non, franchement, il est gentil, attentionné, voilà. Tout en ayant aussi une personnalité en dehors de sa relation avec Iris, quoi. C'est pas que le love interest. Donc j'ai vraiment aimé, il y a des passages qui m'ont fait vraiment fondre mon petit cœur froid, c'est possible.
Attends, je suis pas une romantique de base, mais là, ça a marché sur moi. La fin est telle qu'on a envie d'enchaîner avec le tome 2, donc voilà pourquoi je l'ai acheté tout de suite. C'est une duologie. Et j'aime beaucoup, vraiment, j'ai beaucoup aimé Divine Rivalité. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non, je crois que c'est bien. C'est assez déjà. Bon, en tout cas, si vous voulez voir une romance un peu fantasy, alors j'ai fait une comparaison, c'est pas du tout un point négatif, mais ça me rappelait les fanfictions que je lisais quand j'étais ado à la fac. Vous savez, les fanfictions sur How3 ou fanfiction.net entre deux personnages et du coup d'un univers, d'une série, d'une œuvre. Et en fait, mais du coup là, la fanfiction c'est vraiment centré sur la relation amoureuse et c'est du slow burn, c'est du waouh, tout ça. Là, j'aime bien aimer, les auteurs de fanfiction, c'est ceux qui arrivent à me faire aimer la romance, et là, il y a un peu de ça. C'est vraiment... voilà. Donc, aujourd'hui, c'était un petit côté romantique et ressorti. Vous ne le verrez pas souvent, parce que moi, j'aime bien quand il y a du drama, et quand il y a des pleurs. Et là, j'aimais bien aussi quand c'était tout mimi. Donc, ne dites pas que j'aime que les histoires qui finissent mal, c'est faux. Même si j'adore quand il y a des histoires d'amour qui finissent mal quand même. Bref. Voilà, on atteint encore les 50 minutes d'enregistrement, je suis pas étonnée, mais j'ai réussi à aller jusqu'au bout sans fondre, sans trop bugger, même si j'ai un peu de bug. Pour les prochaines lectures, ça sera sous forme de vlog, puisque je vais être en déplacement, je vais pas être chez moi, je vais pas avoir le temps de me poser. Et je me dis que sous forme de vlog, vous aurez des avis lecture plus souvent, parce que je vloguerai au fur et à mesure, et puis je monte, et à la fin du mois, hop, je vous publie ça. Donc ça sera des avis un peu plus à chaud, un peu moins de recul, mais comme ça, je pourrai aussi vous donner peut-être mes impressions au fur et à mesure de la lecture. J'espère que ça vous intéressera. Je vais aussi vous tourner un vlog écriture où vous allez me voir normalement arriver à bout de ma Dark Academia dont je vous en parle depuis un an, j'ai l'impression. Et puis à la fin du mois d'août, il y aura la pioche à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai tellement hâte de vous la tourner, déjà d'avoir les thématiques de cette année. Bref, un beau programme pour cet été. Merci aux nouveaux arrivants, merci aux fidèles qui sont là depuis la première heure. Je vous souhaite de bonnes lectures, un bon été, de bonnes vacances pour ceux qui en ont, et je vous fais de gros bisous. À bientôt!